avec lequel nous dialoguons depuis quoi? Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être plus même. Ouais. On s'était rencontré un programme de recherche au CNAM avec Barbier il y a quoi? Il y a 10 ans peut-être. Hein, 2006, ça devait être, oui. Ouais, tu vois, 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Voilà. Et donc Jean-Claude a une formation de psychologie, on va dire, du développement, avec un ancrage plutôt piagétien, on va dire. Il a fait sa thèse avec Gérard Vergniaud. Non, avec Francine Orsini-Bouichou. Bon, perdu. Voilà. Gérard était à mon jury. Voilà. Bon. Et on se confond avec Michel qui a fait ça. Voilà. Et on a eu beaucoup l'occasion de discuter sur les rapports entre nos deux disciplines, entre la psychologie et les sciences de gestion. Et effectivement, alors moi, il y a des choses qui me sont extrêmement stimulantes autour de ces travaux de recherche. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'apprentissage, c'est une question de fond du point de vue du science du management. Et que dans le chemin du management des connaissances, on a du mal à faire vivre cette discipline, bien sûr, sans trouver des fondements théoriques dans nos matières, des travaux donc, de Piaget, des travaux de Vygotsky et d'autres. Hein. Et donc, du coup, on mutualise un petit peu nos connaissances de ces deux différents champs. Et c'est l'objet d'Agexo, hein, qui est l'association qui nous regroupe au niveau national, enfin plus que national, international, et qui permet d'avoir une mixité de disciplines et de gens qui travaillent sur un objet qui est un petit peu similaire, mais avec des ancrages qui sont un peu différents. Voilà. Et donc, j'ai trouvé important par rapport à nos débats autour de l'apprentissage, hein, qu'on a eu, François, n'est-ce pas, depuis pas mal de temps, eh bien, d'inviter donc à cet Open Lab Jean-Claude, nous parler de sa réflexion un peu personnelle qu'il développe dans le cadre d'un modèle qu'il a construit un petit peu en partenariat avec la CCI et quelques entreprises, le modèle MAC, hein, et qui essaye de réfléchir au développement des compétences individuelles et collectives dans l'entreprise innovante. Voilà. Donc c'est ça qui va nous parler aujourd'hui, et je le remercie de son apport et de la discussion, bien sûr, qui va suivre entre nous autour de ces questions. Voilà. Bien. Donc si tu peux peut-être prendre d'autres éléments, si tu veux, pour te présenter, et puis on démarre. Donc 45 minutes de... Bonjour. Bonsoir. Tu vas bien? Bien. Bonsoir. Comment tu vas? Bien? Bonsoir. C'est bien, on t'écoute. Allez, c'est parti. Bon, alors tout d'abord, merci de m'accueillir ici. Moi, je suis ravi d'être là et surtout de pouvoir interagir avec vous. Je pense que la structure qu'a mise en place Pascal permet justement ça et ça me fait énormément plaisir. Par rapport à ma présentation, ce que je peux dire peut-être de plus, c'est le parcours qui est le mien. En fait, j'ai commencé en tant qu'instituteur, puis maître formateur, et puis je suis devenu universitaire en psychologie du développement, responsable d'un master pro dans lequel on proposait aux étudiants une mission qui émanait d'un commanditaire dans les entreprises ou les organisations en général. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert l'intérêt de la psychologie du développement par rapport à des problématiques plutôt liées aux sciences de gestion. Et j'ai continué en allant enseigner dans un DU universitaire à Rennes 1, un DU qui est un DU d'intelligence économique et innovation. Voilà, alors donc ce que je vous propose, c'est un cadre effectivement de réflexion que j'ai commencé à penser en termes de positionnement autour de quelques repères sur l'apprentissage en me disant, bon, quand on est confronté à cette problématique de l'apprentissage, comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Alors évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller voir ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Et j'ai noté ici la définition d'apprentissage qu'on trouve dans le Larousse. Et ce qui apparaît tout de suite, c'est le fait qu'il y a des termes un peu clés que j'ai soulignés ici, mémorisation, élaborer, modifier. On trouve schèmes comportementaux aussi. J'ai été surpris de trouver cette terminologie-là parce que vous verrez que la notion de schème est au cœur du modèle que j'ai développé. Et on trouve environnement et expérience. Voilà des éléments qui me paraissaient être intéressants déjà. Et puis, je me suis dit, si on veut aller un petit peu plus loin, on va essayer de regarder du côté des théories de l'apprentissage. Et alors là, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. D'abord, des théories de l'apprentissage qui ont été développées plutôt d'un point de vue behavioriste,
avec ce qui est de l'ordre du conditionnement classique et du conditionnement opérant. Le premier mettant en œuvre des apprentissages depuis la stimulation externe du sujet, le sujet étant privé de toute auto-stimulation, et le conditionnement opérant mettant en œuvre un conditionnement, un apprentissage qui se fait à partir des activités du sujet lui-même et des régularités qu'il est capable de produire dans cet environnement à partir de cette activité. Ce qui caractérise, me semble-t-il, cette approche-là, c'est une approche qui est fondée sur le fait que les êtres vivants, d'une façon générale, les animaux en particulier, repèrent assez facilement les régularités de leur environnement et mémorisent ces régularités sous différentes formes. Évidemment, chez l'homme, les formes langagières sont certainement extrêmement importantes. Puis, une deuxième approche qui est radicalement opposée à la première et qui consiste à envisager l'apprentissage non pas du point de vue des stimuli externes qu'on fournit au sujet, mais plutôt rendre compte de l'apprentissage en termes de traitement de l'information. Là, on est un peu à la limite entre des aspects behavioristes, néo-behavioristes et constructivistes. Apprentissage par problème, avec l'idée que on apprend à chaque fois qu'on est confronté à des problèmes. Apprentissage social, c'est l'idée qu'on n'apprend pas nécessairement à travers sa propre expérience uniquement, mais qu'on peut apprendre aussi de l'expérience d'autrui, et que tout ce qui est de l'ordre des apprentissages par observation sont intéressants à prendre en compte. Les apprentissages socio-cognitifs, c'est-à-dire tous les apprentissages qui se font dans les interactions sociales et dans la confrontation de points de vue. Des apprentissages de type interaction de tutelle, où là, l'apprentissage se fait grâce à quelqu'un qui est censé favoriser, qui est censé connaître et favoriser l'apprentissage de celui qui ne connaît pas. Alors, je ne vais pas entrer plus dans les détails de ces différentes théories de l'apprentissage. J'y reviendrai tout à l'heure pour montrer qu'il y a des mises en correspondance qu'on peut faire avec des choses que je vais dire plus loin. Simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que le point de vue behavioriste insiste beaucoup sur le comportement, c'est-à-dire radicalement, les behavioristes ne s'intéressent pas aux processus qui produisent le comportement, ils s'intéressent à ce qui est observable, les stimuli d'un côté, les réponses que fait le sujet de l'autre. Par contre, les approches constructivistes, elles, s'intéressent aux processus qui sont entre les deux, entre le stimulus et la réponse. Et donc, il y a tout un tas de modèles qui ont été construits pour rendre compte de ça. Ce qui m'a semblé intéressant aussi à souligner par rapport à cette approche un petit peu surplombante de l'apprentissage, c'est ce qui apparaît comme étant dominant. Alors, ce qui apparaît comme étant dominant, c'est d'abord une forte focalisation sur l'aspect connaissance. On retrouve ça, par exemple, à l'école avec les programmes d'enseignement. On retrouve ça du côté de l'entreprise avec des bases de connaissances, par exemple, et pas que du côté de l'entreprise d'ailleurs, du management des connaissances. Donc, le concept de connaissance est extrêmement fort du côté de l'apprentissage. Et par ailleurs, il y a une référence qui me semble toujours très marquée au traitement de l'information, avec notamment ce modèle qu'on trouve assez largement répandu, qui consiste à dire que, en fait, des données sont transformées en informations simplement parce qu'elles trouvent un contexte qui permet de donner du relief à ces données. Ensuite, on attribue du sens à ces informations qui deviennent des connaissances, et ces connaissances-là, mises en application, deviennent des compétences. Et évidemment, cette façon-là de poser les choses pose un certain nombre de problèmes, notamment
le fait qu'on est dans une succession ici de transformations, mais dont on ne rend pas compte des mécanismes véritablement. Hein, on se contente de pointer des éléments qui permettent de construire cette chaîne. Une autre approche qui me paraît devoir être soulignée par rapport à ça, c'est celle qui consiste à prendre en compte le concept de compétence pour rendre compte des apprentissages. Et c'est effectivement dans cette approche-là que je situe mon propos, en disant que cette approche-là, elle se caractérise avant tout par cette idée que ce sont les compétences qui permettent l'activité déployée dans un environnement et que ce déploiement de l'activité dans l'environnement, en retour, produit des apprentissages. Et donc, vous voyez qu'au passage, ces apprentissages-là concernent les compétences et ne concernent pas uniquement les connaissances. Hein, donc, les compétences au sens large. Et on retrouve finalement, dans cette façon d'aborder les choses, des éléments qu'on avait pointés dans la définition du Larousse, où on voit bien que mémoire, expérience, schème peuvent être positionnés sur ce schéma-là, du côté des compétences pour la mémoire, l'expérience, du côté du schème en ce qui concerne l'activité, ou plus exactement l'organisation de l'activité. Je vais y revenir. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage dans l'entreprise, là aussi, si on pose les choses de façon un petit peu spontanée, on va se dire, finalement, l'apprentissage dans l'entreprise, ça peut concerner des apprentissages individuels, ça peut concerner des apprentissages organisationnels, et puis ça peut concerner aussi tous les apprentissages guidés que l'entreprise cherche à mettre en œuvre pour les individus. Et tout ça peut constituer l'idée que l'apprentissage va tourner autour de la construction de compétences à la fois individuelles et collectives. En ce qui concerne les enjeux, on voit bien que l'enjeu de l'apprentissage organisationnel, c'est celui de l'adaptation de l'activité de l'entreprise aux évolutions de son environnement. Hein, il s'agit bien de faire face à cet environnement qui évolue pour pouvoir continuer à agir de façon adaptée. Et du côté de l'apprentissage individuel, il s'agit bien d'une adaptation de l'activité individuelle à l'activité collective, de telle sorte que cette activité individuelle soit la plus pertinente possible par rapport à l'activité collective qui est déployée. Et là, on voit bien apparaître la problématique du management des compétences, hein, donc à la fois individuelles et collectives d'un côté, et la question de l'innovation, puisque précisément derrière l'idée d'adaptation de l'organisation à son environnement, il y a bien cette idée que l'innovation joue un rôle extrêmement important. Alors en ce qui concerne le propos que je vais essayer de développer à partir de là, je l'ai focalisé sur les trois éléments qui apparaissent ici sur la diapositive, à savoir l'aspect construction des compétences individuelles et collectives, le management des compétences individuelles et collectives et le management de l'innovation. Avec quelques questions qu'on peut se poser autour de ces problématiques-là ou de ces thématiques-là. La première, qu'est-ce qu'une compétence individuelle? Qu'est-ce qu'une compétence collective? Comment se construisent-elles? Comment favoriser la construction de compétences individuelles? Comment favoriser la construction de compétences collectives? Et puis, comment favoriser l'innovation à partir de la construction des compétences individuelles et collectives. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que je vais essayer de vous proposer. Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Voilà un problème qui intéresse les sciences de gestion depuis un bout de temps, et pas que les sciences de gestion. Dans le champ de l'éducation, on s'est posé la question également de ce qu'était une compétence, et il se trouve que les réponses qu'on a fournies sont extrêmement nombreuses, hétéroclites, et surtout très marquées par des conceptions philosophiques et idéologiques marquées, parce que derrière les définitions qui sont données, on
on a des oppositions qui relèvent effectivement de conceptions philosophiques ou idéologiques. Deux types de conceptualisation de la compétence me paraissent émerger de toutes ces définitions qui ont été données. Une première qui est exprimée en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Vous connaissez tout ça certainement. Et c'est une définition qui a été donnée et qui a été très largement reprise, avec un certain nombre de difficultés, notamment le fait que les éléments savoir, savoir-faire, savoir-être sont des éléments complètement juxtaposés les uns par rapport aux autres, et qui donnent lieu du coup à des référentiels de compétences qui sont des référentiels qui reprennent ces catégories et de façon relativement juxtaposée. Et surtout, et c'est ça qui me paraît essentiel, on ne dit rien des mécanismes de mobilisation et on ne dit rien des mécanismes de construction des compétences. Donc cette définition-là reste une définition relativement statique et sans accès au processus. Une deuxième définition qui est largement répandue dans le monde des organisations et de l'éducation, c'est celle de combinaison de ressources internes et de l'environnement. C'est essentiellement le Botterf qui est porteur de cette définition-là. Et là encore, ça pose des problèmes, notamment parce que les référentiels de compétences qui sont issus d'une définition de ce type-là sont un petit peu entachés du même défaut que les précédents, à savoir qu'on limite ces référentiels à des listes d'activités et on complète ça avec des listes de ressources, mais pour autant, on n'atteint pas les mécanismes. Donc c'est la deuxième critique, ou c'est plus exactement la troisième qui est sur la diapositive, on n'atteint pas les mécanismes de mobilisation et de construction. L'idée de combinaison qui pourrait être jugée comme étant un mécanisme en jeu s'arrête à dire combinaison. Donc on ne voit pas du tout ce que recouvre ce terme de combinaison. Et en plus, la notion de ressources pose problème dans la mesure où les ressources sont posées comme un déjà là, dans lequel on n'aurait qu'à puiser des ressources internes ou des ressources externes pour produire cette combinaison qui va produire la performance au bout du compte. Donc on est sur des définitions de compétences qui posent problème et qui ont posé certainement énormément de problèmes dans leur opérationnalisation, si bien que quand on dit compétences maintenant, enfin je ne sais pas dans vos milieux, mais j'ai l'impression que quand on dit compétences maintenant, on a beaucoup de réticence en disant oui mais compétences, est-ce que ça débouche vraiment sur quelque chose, ce concept de compétence? Alors moi je suis persuadé qu'effectivement, si on le définit de ces manières-là, ça pose problème et que l'opérationnalisation de la notion pose problème. Par contre, on peut peut-être essayer de définir la notion de compétence autrement et essayer de voir précisément quels sont les processus qui sont en jeu dans la mobilisation des compétences et dans la construction des compétences. Et c'est donc cette perspective-là que j'ai essayé de développer et j'y reviendrai tout à l'heure. Si on regarde maintenant du côté de la compétence collective, le constat est un peu semblable dans le sens où les définitions de la compétence collective sont là aussi assez nombreuses et hétéroclites et elles sont limitées à l'identification de facteurs qui favorisent a priori la compétence collective. Alors on y trouve par exemple la mémoire, les représentations communes pour définir un répertoire partagé, une organisation des interactions, l'exploitation de ressources, là encore, et tout ça pour produire une coopération qui peut être harmonieuse ou qui peut être au contraire conflictuelle, dans le sens où des conflits ou des controverses peuvent permettre effectivement l'émergence d'une compétence là aussi. La vision alternative en fait, qu'on peut proposer par rapport à ces deux façons de définir des compétences individuelles et des compétences collectives,
c'est de considérer que la compétence collective est une organisation de l'activité et d'une activité qui est à la fois productive et constructive. Et donc, le modèle de la compétence que je propose est un modèle qui est inspiré très largement des travaux de Gérard Vergniaud, qui est un élève de Piaget, qui a donc développé la notion de schème. Piaget donnant une définition du schème essentiellement de façon syncrétique, en disant que le schème c'était quelque chose de l'ordre d'une organisation de l'activité née de la répétition de cette activité, mais jamais à l'identique, cependant avec la possibilité de construire une base organisationnelle commune. Et Gérard Vergniaud, lui, a proposé à la fois cette définition-là et une définition plus analytique sur laquelle je vais revenir dans la diapositive suivante. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette organisation de l'activité, on peut la considérer comme étant un schème, et la définition du schème qui est donnée, c'est donc, par Vergniaud, c'est donc une organisation de l'activité pour une classe de situations. Donc il y a des classes de situations qui sont attachées à des schèmes. On utilise un schème particulier pour faire face à telle et telle situation qui ont des caractères de ressemblance pour le sujet en tout cas. Et dans les mécanismes qui sont mobilisés à la fois pour produire la performance et pour réguler l'activité, on a bien quelque chose qui renvoie à cette idée que le schème, c'est une activité productive qui permet de traiter une tâche donnée dans une situation déterminée, et de l'autre côté, c'est une activité constructive dans le sens où ce schème est régulé en fonction des résultats obtenus par la mobilisation du schème dans l'activité productive. Dernier élément, il n'y a pas d'activité sans artefact, c'est-à-dire sans construction sociale, voire individuelle, mais qui sont des médiateurs de l'activité et qui permettent, donc ce sont des instruments, des éléments matériels ou symboliques qui permettent de réguler l'activité dans le sens où ce sont des outils, on pourrait dire, des outils matériels ou symboliques. J'utilise un marteau pour enfoncer un clou, mon activité, ma tâche, c'est bien d'enfoncer un clou dans une situation déterminée et j'utilise un marteau pour le faire. Or, le marteau, c'est pas n'importe quoi, c'est une construction qui relève de toute une culture, qui en plus a été conçue d'une certaine manière, avec un manche qui présente certaines caractéristiques pour être attrapé, avec la tête du marteau qui a une certaine masse pour pouvoir enfoncer le clou, etc. Bref, tout ça est d'une certaine façon donné par la culture et doit être approprié par l'individu pour réaliser son activité. Et on pourrait dire la même chose du langage si on veut prendre par exemple un exemple d'artefacts symboliques. Bien sûr, toutes les cartes, les schémas, etc. sont des artefacts symboliques au même titre que le langage, et on utilise régulièrement tout ça, ou systématiquement même tout ça, pour produire nos activités. Et on verra que cette notion de l'artefact est utile pour penser des adaptations qu'on a dans nos activités. Alors, si on entre dans le détail maintenant des processus, partant de ce schéma un petit peu global d'une mobilisation d'un côté et d'une régulation de l'autre du schème, pour traiter une tâche dans une situation, en tant schème en tant qu'organisation de l'activité pour une classe de situation, si on entre dans le détail des processus en jeu, on peut en rendre compte de cette manière-là. Et donc là, j'emprunte effectivement les catégories de Piaget, de Vergniaud, pour déterminer les éléments constitutifs du schème. Donc c'est sa définition analytique du schème qui consiste à dire un schème, donc c'est tout ce qui est représenté par la partie verte descendante à droite et la flèche. Un schème, c'est nécessairement une anticipation, alors je commence par le bas, une anticipation des résultats que je vais obtenir. Autrement dit, on ne s'engage jamais dans une activité sans imaginer les résultats
qu'on va obtenir. Même si on ne le fait pas de façon formelle, on s'engage toujours dans une activité avec une idée des résultats qu'on va obtenir. Pour obtenir ces résultats, on va mobiliser un certain nombre d'actions qui seront organisées dans des règles d'action pour produire ce résultat-là. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre du faire ici par rapport à l'anticipation qu'on a des résultats qu'on veut obtenir. Mais pour pouvoir le faire ici et maintenant, encore faut-il que j'ajuste mon schème, c'est-à-dire cette organisation globale de l'activité pour une classe de situation, à la situation spécifique à laquelle je suis confronté ici et maintenant. Et cet ajustement-là, Vergniaud en rend compte en termes d'inférence en disant qu'il y a des calculs à faire pour ajuster l'activité qu'on est en train de conduire à la situation particulière qu'on rencontre ici et maintenant. Si je prends un exemple, par exemple, en disant, en prenant le schème traverser la rue, traverser la rue, c'est un schème qui va devoir être ajusté en fonction des caractéristiques de la rue. Est-ce que c'est une rue très large ou très étroite? Est-ce que c'est une rue qui est empruntée par des véhicules qui peuvent aller très vite ou moins vite, etc. Et donc, je vais devoir ajuster mon schème en fonction de ces caractéristiques-là chaque fois que je vais l'utiliser pour une rue différente. Et enfin, quatrième caractéristique du schème pour Vergniaud, ce sont les invariants opératoires, c'est-à-dire toutes les conceptualisations qui sont associées à l'activité. Il n'y a pas d'activité qui ne soit liée à des conceptualisations explicites ou implicites pour de très nombreuses conceptualisations. Alors, ces conceptualisations, Vergniaud en distingue de deux types. Il y a ce qu'il appelle les concepts en acte et puis les théorèmes en acte. Alors, les concepts en acte, c'est tout ce qui est conceptualisé comme étant pertinent par rapport à l'activité. Si je veux traverser la rue, par exemple, la question de la vitesse des voitures, de la direction dans laquelle elles peuvent rouler, la question du temps que je vais mettre pour traverser la rue sont des éléments pertinents à prendre en compte pour réaliser cette activité. Par contre, l'état de délabrement des volets de la maison d'en face, ce n'est pas pertinent du tout par rapport à mon activité traverser la rue. Donc, c'est des éléments que je vais écarter. Donc, cette idée de concept en axe, c'est une idée en quelque sorte de réalité augmentée. Chaque fois que je m'engage dans une activité, il y a des éléments qui deviennent saillants parce qu'ils sont pertinents à prendre en compte, et puis il y en a d'autres qui deviennent des éléments toile de fond parce que je n'en ai pas besoin par rapport à cette activité-là. Et clairement, l'expérience qu'on a pu acquérir, c'est-à-dire le niveau de compétences qu'on a pu acquérir pour réaliser cette activité, est déterminant de la sélection qu'on fait et de cette réalité augmentée qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on concrétise de cette façon-là ou au contraire d'une autre façon. On parlait tout à l'heure de l'expert, mais justement, une des caractéristiques de l'expert pour moi, c'est qu'il est capable de repérer les 3-4 éléments pertinents à prendre en compte par rapport à la masse qu'un novice risque de prendre en compte parce que lui, ne sachant pas, il se dit peut-être que ça c'est pertinent à prendre en compte et donc il tient compte de tout ça. Et du coup, il est souvent noyé par rapport à une inflation d'informations dont il tient compte et qui ne sont pas nécessairement éminemment pertinentes par rapport à l'activité qu'il développe. Deuxième donc, type d'invariant opératoire par Vergniaud, les théorèmes en acte, c'est tout ce qui est tenu pour vrai, à tort ou à raison, par le sujet par rapport à l'activité qu'il déploie. Et ça se traduit essentiellement par des affirmations. Alors ce sont des affirmations de type connaissance, je sais que, ceci, cela ou le reste, et par conséquent, j'organise mon activité plutôt comme ceci ou plutôt comme ça. Donc on a bien cette idée que les connaissances sont des invariants opératoires, mais les connaissances ne sont pas les seuls invariants opératoires de type théorème en acte, parce que les croyances en font partie aussi. Et elles jouent certainement, du point de vue de la compétence, un rôle aussi déterminant, voire plus déterminant à certains moments que les connaissances. Les valeurs font partie des invariants opératoires. Les normes font partie des invariants opératoires. Donc, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, on a tendance à focaliser
quand on parle d'apprentissage sur les connaissances, les éléments qui relèvent des croyances, des normes, des valeurs, etc., tout ça, ce sont des éléments qui sont certainement extrêmement importants à prendre en compte également. Et puis, quand on regarde maintenant du côté de l'activité constructive, on se rend compte qu'en fonction des résultats qu'on obtient, eh bien, on peut réguler son activité. Et donc, cette façon de poser 3 types de régulation de l'activité, ça revient à dire, si on n'obtient pas les résultats qu'on avait anticipés, on peut se dire que ça vient des règles d'action, c'est-à-dire de la manière dont on a enjancé les différentes actions pour produire le résultat anticipé. C'est cette manière-là d'enjancer les actions qui ne convient pas, et donc on peut changer ça. Ou au contraire, on peut avoir un feedback positif, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai obtenu le résultat que j'avais anticipé, et dans ce cas-là, je renforce cette organisation des règles d'action. Donc on a bien des effets de ce type-là dans la régulation, un effet qui amène à changer, et puis un effet qui, au contraire, confirme ce qu'on a fait. Deuxième type de régulation, c'est une régulation qui concerne cette fois plutôt les conceptualisations, les invariants opératoires. Je peux considérer que j'ai réussi parce que les conceptualisations que j'ai mobilisées sont les bonnes. Ou je peux considérer que si j'ai échoué, c'est parce que je croyais que, ou je pensais que, ou je croyais savoir que, et puis il s'avère que probablement non, puisque j'obtiens des résultats qui semblent me montrer que ce n'est pas ça du tout. La première boucle de régulation est plutôt une boucle qui est focalisée sur le réussir. Qu'est-ce qui me permet de réussir l'activité? La deuxième boucle est plutôt une boucle qui est focalisée sur le comprendre. Qu'est-ce qui explique que j'ai obtenu ou que je n'ai pas obtenu les résultats que j'attendais? Et puis la troisième boucle, eh bien, c'est une remise en cause beaucoup plus importante encore, c'est la remise en cause de l'organisation de l'activité elle-même, du schème lui-même. C'est probablement pas ce schème-là qui est adapté à la situation à laquelle je suis confronté, et il faudrait peut-être mobiliser un autre schème que je n'ai pas pensé à mobiliser spontanément, parce que spontanément, la situation m'a fait penser à ce premier schème que j'ai mobilisé. Mais peut-être que j'en ai d'autres à disposition qui pourraient être beaucoup plus adaptés, et donc je change de schème. D'accord? Donc, deux types de processus, des processus qui rendent compte de l'activité productive, comment je produis un résultat, et ensuite les boucles de régulation qui rendent compte de l'activité constructive, comment est-ce que je construis ou comment est-ce que je modifie, si je reprends les termes qui étaient utilisés dans la définition de tout à l'heure, comment est-ce que je construis ou comment est-ce que je modifie des compétences qui sont déjà là en fonction des résultats que j'ai obtenus. Ça se complique encore un petit peu dans le sens où, en général, on a tendance à focaliser sur des aspects qui sont liés à la tâche quand on parle d'apprentissage, mais évidemment, les compétences ne sont pas que des compétences liées à la tâche qu'on cherche à résoudre, mais c'est lié également à toutes les activités qui mettent le sujet en rapport avec autrui, et c'est lié également à toutes les activités que le sujet déploie par rapport à lui-même. Si je le dis autrement, chaque fois qu'on s'engage dans une activité, on s'engage dans une activité qui a un objet, c'est la tâche que je m'assigne ou qu'on m'a assignée, mais c'est une tâche qui est adressée, donc il y a toujours un rapport à autrui qui est là, et c'est une tâche qui nécessite que je contrôle un certain nombre de paramètres qui me concernent directement, c'est-à-dire que j'ai une activité sur moi-même que je déploie sur moi-même en même temps que je déploie mon activité sur la tâche et que j'adresse cette activité à autrui. Donc on a ce triptyque activité orientée vers la tâche, orientée vers autrui et orientée vers soi qu'il faut prendre en compte. Et on pourrait dire d'une certaine manière qu'il s'agit de 3 schèmes simultanément mis en œuvre, les uns
Le premier en rapport avec la tâche à résoudre, le deuxième par rapport à la tâche adressée, le troisième par rapport à soi. Deuxième question, comment se construit une compétence? Alors, j'ai déjà donné un certain nombre d'éléments qui vous permettent de comprendre ça, mais à la lumière de ce que je viens de dire, on voit qu'il y a des formes d'adaptation qui sont particulièrement importantes à prendre en compte. Alors, première adaptation, comment se construit une compétence? Eh bien, à travers les adaptations qu'elle met en œuvre, c'est-à-dire à travers les ajustements qui relèvent des inférences, hein, ces ajustements aux situations particulières en fonction d'un schème qui, lui, est organisé pour une classe de situation. Donc ça, c'est le premier type d'adaptation. Deuxième type d'adaptation, c'est l'adaptation aux artefacts qui sont utilisés pour produire l'activité. Et c'est Pierre Rabardel qui met l'accent sur cet aspect-là en disant, en fait, quand on utilise un artefact, on est toujours en train d'instrumentaliser l'artefact pour le faire correspondre aux propriétés du schème qu'on mobilise. Autrement dit, j'instrumentalise le marteau comme un marteau, mais je peux instrumentaliser, par exemple, une clé anglaise comme un marteau. C'est-à-dire, à défaut d'avoir un marteau pour enfoncer mon clou, je peux utiliser une clé anglaise. Donc j'instrumentalise la clé anglaise comme un marteau. C'est-à-dire que je retiens des propriétés de cet artefact qui correspondent au schème que je mobilise. Et réciproquement, les propriétés de l'artefact amènent des modifications dans mon schème. Parce que si je dois enfoncer un clou avec une clé anglaise, je ne vais probablement pas m'y prendre exactement de la même manière qu'avec un marteau, et du coup, je vais enrichir mon schème des propriétés qui me sont imposées par la clé anglaise par rapport aux propriétés qu'a le marteau. Donc il y a un aller-retour en quelque sorte entre les schèmes du sujet et les artefacts qu'il utilise. Et là aussi, il y a toute une adaptation qui se fait par rapport à l'utilisation d'artefacts. Et puis, évidemment, troisième type d'adaptation, ce sont les boucles de régulation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toutes ces adaptations qui se font, cette fois, en fonction du résultat qu'on a obtenu pour alors modifier sa façon de faire, modifier sa façon de concevoir ou modifier l'activité elle-même telle qu'on l'a engagée. Et cette triple adaptation, évidemment, on va la retrouver sur les trois plans que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à soi et le rapport à la tâche. Alors, au passage, ce qui me semble important de souligner là, c'est que quand on parle d'apprentissage, en général, on n'a pas tout ça en tête parce qu'on n'imagine pas effectivement que apprendre, ça concerne tous ces éléments-là en même temps et ça concerne surtout toutes les adaptations qui sont marquées ici. Et du coup, disposer de modèles de ce type-là, ça permet d'avoir des outils pour aller interroger les différentes facettes de l'activité qu'on mobilise lorsqu'on apprend en situation ou lorsqu'on apprend dans une... Enfin, je dis en situation d'une façon générale parce qu'on apprend en situation dans le sens où j'apprends parce que je suis confronté à une tâche et que j'apprends dans ce cadre-là, mais il y a d'autres situations, par exemple toutes les situations scolaires, où on apprend parce qu'on est confronté à quelqu'un qui est là pour aider au développement des apprentissages. Alors, comment favoriser la construction de compétences individuelles? Eh bien, partant du modèle que je viens de présenter, on peut tout simplement considérer que ce qui se trouve représenté en bas, c'est tout simplement le modèle que je viens de présenter, mais aplati, avec
les 3 lignes ici qui sont censées représenter le rapport à la tâche, le rapport à autrui, le rapport à soi, et puis avec les artefacts qui sont les médiateurs de l'activité, les anticipations, les règles d'action, les inférences, les invariants opératoires, les boucles de régulation, les feedbacks. Et que fait un tuteur? Eh bien, un tuteur, il gère en quelque sorte les compétences que le tutoré met en œuvre par rapport au traitement d'une tâche. Et ça lui offre effectivement toute cette palette-là pour agir. C'est-à-dire qu'il peut essayer d'abord de comprendre ce qui se passe à chacun des niveaux. Ce sont toutes les flèches qui remontent. Et puis, il peut essayer d'agir sur chacun de ces niveaux indépendamment. Donc, on peut considérer que aider le développement des compétences, ça passe par des éléments de ce type, qu'au passage, on met en œuvre, quand on est un enseignant, de façon tout à fait intuitive, sans savoir qu'on fait ça. Mais évidemment, là, le modèle est intéressant pour pouvoir penser chacune des dimensions et éventuellement les déterminer, notamment des objectifs pédagogiques, j'en dirai un mot tout à l'heure, par rapport à ça. Donc voilà ces objectifs pédagogiques qui apparaissent. Vous voyez, ce sont des exemples, mais on pourrait très bien multiplier les exemples de ce type-là pour se dire, mais en fait, quand je veux aider des apprentissages, comment est-ce que je vais m'y prendre? Même par exemple, je vais travailler non pas sur des tâches d'exécution, mais plutôt sur des tâches de résolution de problèmes. C'est-à-dire des tâches qui vont amener les apprenants à mobiliser les schèmes qu'ils ont à disposition pour que je puisse les repérer en tant qu'enseignant et que je puisse essayer de les modifier. Je peux par exemple aussi utiliser l'astuce qui consiste à faire traiter la même tâche, mais dans des situations différentes. Alors traiter la même tâche dans des situations différentes, ça veut dire c'est bien le même schème que je suis obligé de mobiliser parce que la tâche est celle-ci, mais par contre, comme la situation change, peut-être que l'organisation de mes règles d'action ne va pas être tout à fait la même. Et du coup, ça va m'amener à réfléchir sur les invariants opératoires, c'est-à-dire qu'est-ce que je tiens pour pertinent dans cette situation-ci qui n'est plus nécessairement complètement pertinent dans la situation d'à côté. Je peux par exemple travailler sur les anticipations, c'est-à-dire essayer de faire formuler ces anticipations, qui la plupart du temps restent implicites. Dans l'enseignement en général, on fait peu ça, c'est-à-dire demander aux élèves de formuler les résultats qu'ils comptent obtenir en mobilisant l'activité qu'ils envisagent de mobiliser. Et par contre, si on le fait, on peut le faire formaliser et du coup, les feedbacks qu'on obtient, on peut les comparer aux anticipations qui ont été formalisées. Et du coup, s'interroger après sur des boucles de régulation en disant, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire autrement que comme on a fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres règles d'action qui permettraient de réaliser la tâche de façon différente? Ou est-ce qu'on peut expliquer les résultats qu'on a obtenus par rapport à ceux qu'on avait anticipés? Et là, on interroge les invariants opératoires. Bref, vous voyez, on a une multitude de possibilités avec ça pour déterminer des objectifs pédagogiques. Si on pense aux compétences collectives, comment favoriser la construction de compétences collectives? Eh bien, je propose de l'envisager en 4 points. Premier point, favoriser les apprentissages par observation. Alors, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai listé les théories de l'activité, il y avait apprentissage social, et ça renvoie à cette idée d'apprentissage par observation. Je peux apprendre de l'expérience d'autrui simplement en observant autrui. Et de fait, je pense que la plupart des apprentissages qu'on a réalisés, on les a réalisés de cette manière-là. Comment les enfants apprennent à parler, par exemple, probablement en observant les adultes qui parlent autour d'eux et ainsi de suite. On a énormément d'apprentissages qui se font de cette manière-là. Alors évidemment, si on le pense au sein de l'entreprise, eh bien, on peut très bien imaginer que les activités de A et de B sont visibles
et que donc il y a des percolations possibles, c'est-à-dire que les schèmes de l'un peuvent percoler sur les schèmes de l'autre et faire en sorte qu'il y ait des éléments qui passent d'un individu à l'autre sans que pour autant ils se soient parlé. Et simplement, ils sont en train de réaliser chacun leur tâche. Alors ça peut être la même tâche, par exemple dans une équipe de travail, on est amené à faire la même tâche. Celui-ci l'a fait de cette manière-là, celui-là l'a fait de cette manière-là, et donc là, il y a des choses qui peuvent percoler, mais ça peut être des tâches complètement différentes qui alertent sur des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser par rapport à ma propre activité. Donc l'idée, ce serait de dire, essayons de rendre visible l'activité d'autrui. Alors ça peut être par des aménagements des lieux de travail, ça peut être en mettant à disposition des vidéothèques où on peut voir des gens en train de travailler, ça peut être en organisant des controverses autour de vidéos rendant compte de l'activité des uns et des autres, etc. Là aussi, il y a plein de possibilités qu'on peut imaginer. Deuxième élément, c'est favoriser les apprentissages socio-cognitifs et la prise de conscience. Alors, l'idée, c'est de dire que, en fait, lorsqu'on place les individus en situation de formaliser ce que sont leurs compétences, ils prennent conscience de ce que sont leurs compétences, parce que la plupart du temps, nos compétences, on les mobilise de façon non consciente. Et pour avoir travaillé avec des personnes, pour construire un référentiel de compétences fondé sur le modèle MADEC là, que j'ai présenté, on se rend compte que quand les gens expriment leurs compétences, qu'on leur dit qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous y prenez pour faire, etc., et qu'on les interroge là-dessus, ils se rendent compte ils prennent conscience qu'ils font les choses de telle ou telle manière, alors que jusque-là, ils ne s'étaient jamais interrogés là-dessus, ils le faisaient tout simplement. Donc ça permet de prendre conscience, et au-delà de la prise de conscience, évidemment, ça permet de confronter des compétences qui sont formalisées par les uns et par les autres. Donc on peut confronter par exemple des styles dans un genre professionnel. C'est-à-dire qu'on peut essayer de voir comment celui-ci s'y prend pour faire cette tâche-là, comment l'autre s'y prend pour faire cette tâche-là, et pourtant ils font le même métier. C'est toute la problématique que Claude a largement explorée. Et puis, ça permet également d'avoir une mémoire transactive, c'est-à-dire d'avoir la mémoire des compétences d'autrui, de telle sorte que la compétence d'autrui que je connais, je peux en tenir compte dans ma propre activité. Alors là, il y a un exemple que j'ai en tête qui provient de la thèse d'une étudiante, Stéphanie Kiger, qui a travaillé sur l'implémentation des puces RFID dans une entreprise qui travaille dans la viande, et elle a montré combien la construction de référentiels de compétences et donc les prises de conscience que ça avait entraîné permettait aux opérateurs d'alerter l'équipe qui était en aval dans l'activité par rapport à leur propre activité. Et donc ils savaient qu'eux avaient tel ou tel type de compétences et qu'il fallait donc les prévenir par rapport à tel ou tel élément. Donc on voit bien comment on peut construire des mémoires transactives de ce type-là. Même chose, j'ai travaillé aussi sur l'entraînement des équipes de football. J'ai en particulier travaillé avec Christian Gourcuff. Et ce qui sortait, un des éléments qui ressortait des entretiens qu'on a pu avoir, c'est que effectivement, c'était extrêmement important de connaître les compétences de l'autre pour savoir si, par exemple, on allait lui passer le ballon dans telle situation qui est particulièrement difficile, parce qu'on sait qu'avec la compétence qu'il a, il va être capable, lui, de s'en débrouiller de ça. Alors que quelqu'un d'autre ne serait pas capable de le faire. Donc, je m'organiserai différemment. Donc, on voit bien comment la compétence des uns peut s'ajuster en fonction de la connaissance qu'on a de la compétence des autres. Et bien sûr, là, on est au cœur de la production de changements, notamment avec la promotion de la formalisation des compétences. Alors moi, j'insiste beaucoup sur la co-construction de référentiels de compétences,
mais évidemment tout ce qui est temps et lieu d'échange informel, la machine à café par exemple, on sait bien tous les effets que produisent les conversations autour de la machine à café, ce sont d'une certaine façon des formalisations de compétences qui s'expriment là de façon tout à fait spontanée, mais qui ont leur importance, les communautés de pratique, les communautés épistémiques, en fait toutes ces activités, les groupes projets, toutes ces activités où finalement on est amené à expliciter des compétences et ou des parties de compétences et où du coup on peut s'appuyer sur des mécanismes de ce type, confrontation, mémoire transactive, prise de conscience. Troisième niveau, adapter l'activité. Eh bien tout simplement, quand on se place au niveau de l'entreprise, il faut équilibrer l'activité, alors équilibrer au sens de Piaget, c'est-à-dire produire une équilibration pour faire face aux perturbations qu'on a obtenues en déployant l'activité qu'on a déployée. Donc on a bien des résultats qui ne sont pas conformes aux attentes, ça crée une perturbation au sens piagétien du terme, et cette perturbation va déclencher des régulations et des compensations, c'est-à-dire déclencher des boucles de régulation qui vont réinterroger l'organisation de l'activité. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement important parce que c'est une façon de repenser les prescriptions au sens large, c'est-à-dire de repenser la manière dont l'organisation organise son activité globale. Et ce qui est important également, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation de l'écart entre le prescrit et le réel. C'est-à-dire qu'en fait, toute activité qui est mise en œuvre par rapport à une activité prescrite ou auto-prescrite, tout ce qui est mis en œuvre n'est pas rigoureusement conforme à ce qui est effectivement fait. Et quand on analyse ce qui est effectivement fait et qu'on le compare par rapport à ce qui est imaginé au départ, on voit qu'il y a des écarts et combler ces écarts peut être intéressant. Je donne juste un petit exemple par rapport à un travail que j'ai réalisé avec des étudiants chez PSA. L'idée, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient les erreurs qui étaient faites sur la chaîne de montage. Et donc, on a analysé l'activité des opérateurs sur la chaîne et on s'est rendu compte qu'effectivement, ils produisaient des erreurs simplement parce qu'ils enregistraient des régularités dans la manière dont se présentaient les véhicules les uns derrière les autres. Par exemple, ils avaient une série de véhicules rouges sur lesquels ils avaient monté tel type de rétroviseur, et puis arrivait un autre véhicule rouge, et au lieu de regarder la fiche suiveuse pour le montage, ils mettaient le même rétroviseur. Et donc, ces erreurs-là provenaient tout simplement du fait que, eh bien, ils avaient appris, ils avaient utilisé les régularités de leur environnement pour pouvoir s'adapter en termes d'économie par rapport à leur activité. Ah, si, ouais, d'accord, voilà, c'est bon. Et enfin, dernier niveau, c'est celui qui consiste à accompagner les évolutions des compétences individuelles et collectives. Autrement dit, une fois qu'on a revu la prescription, qu'on s'est adapté, que l'entreprise s'est adaptée, que l'organisation s'est adaptée, en redéfinissant des façons alternatives de travailler, alors chacun des membres de l'entreprise va devoir intégrer ces changements-là et donc s'approprier ces changements-là. Et ça peut se faire de façon spontanée, mais ça peut se faire aussi de façon guidée par des apprentissages qui reposent sur le modèle que j'ai développé tout à l'heure. Bref, au total, on peut imaginer une spirale qui soit une spirale vertueuse dans laquelle, à la base, on a des percolations de schèmes, ensuite des explicitations de compétences, ensuite des articulations de compétences, notamment à travers les écarts entre le prescrit et le réel, et une réorganisation donc, de l'activité collective globale, et puis enfin, au dernier niveau, le tutorat pour que chacun puisse s'approprier les changements produits.
Dernière question, comment manager l'innovation? Alors, je fais un petit détour ici, notamment par rapport au travail que j'ai été amené à faire sur le rapport Bella et Tambourin. Ce rapport-là m'a alerté parce que je me suis retrouvé confronté à une vision classique de l'innovation, hein, à savoir que la recherche produit de l'invention qui nécessite un transfert pour produire des innovations qui rencontrent un marché. Et il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent favoriser ce traitement de l'information, hein, parce que c'est bien un traitement de l'information dont il s'agit. Et quand on pose les choses comme ça, évidemment, on trouve des préconisations de ce type-là, faire une formation à l'entrepreneuriat pour produire plus d'innovation. Bon, moi, je veux bien, mais c'est probablement pas le seul levier dont on dispose. Et donc, moi, ce que je propose, c'est... alors, pardon, excusez-moi, j'allais sauter une diapo. Si on regarde dans la littérature, on trouve des choses de ce type-là aussi, hein, c'est-à-dire que le rapport Bella et Tambourin n'est pas le seul élément qu'on trouve qui va dans ce sens-là. Là, on voit bien qu'est-ce que c'est, comment est posée la mise en rapport entre l'entreprise apprenante et l'innovation. On a des facteurs qui sont explicatifs, hein, c'est-à-dire qu'on va dire bien rendre les tâches, enfin, ou plus exactement donner à réaliser des tâches complexes et variées, ça favorise l'innovation. Faire en sorte que les gens soient autonomes, ça favorise l'innovation, etc. Donc on a bien l'identification de tout un tas de facteurs qui favorisent l'innovation, mais pour autant, on ne va pas au-delà. Et donc ce que je propose, c'est tout simplement d'utiliser le modèle que je viens de présenter pour dire, mais en fait, les changements qu'on produit dans cette spirale vertueuse, ce sont des changements qui sont de l'ordre de l'innovation, qui peuvent déboucher sur des innovations produits ou sur des innovations managériales. Et du coup, on est bien dans une spirale qui permet éventuellement de rendre compte de l'innovation. Et on retrouve bien, si on cherche à retrouver les facteurs qu'on avait, on retrouve bien des endroits où on peut repérer que ces facteurs-là jouent. Hein. Alors j'ai mis un pointillé ici pour montrer qu'effectivement, on n'est pas obligatoirement dans la situation de réorganisation de l'activité de l'organisation au niveau de l'ensemble du personnel de l'entreprise, mais qu'on peut effectivement l'imaginer simplement au niveau du top management, mais il y a plein de possibilités hein, en termes de management qu'on peut voir derrière ça. Et l'intérêt, c'est évidemment cette fois d'avoir une démarche cohérente et surtout théoriquement fondée pour penser l'innovation, en sachant que, enfin, en insistant sur le fait que si on conçoit l'innovation de cette manière-là plutôt que de la manière dont je l'ai présenté tout à l'heure, c'est bien quelque chose qui ouvre des possibilités beaucoup plus importantes parce que chacun, à son niveau de compétence, est porteur d'innovation. Et on peut capitaliser ces innovations-là au niveau collectif. Alors, comment s'y prendre pour manager les compétences et l'innovation? Ben, tout simplement en essayant de décrire les compétences. C'est ce qu'on fait classiquement dans les référentiels de compétences, sauf que on n'organise pas les référentiels de compétences sur la base d'un modèle du type de celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc là, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas décrire les compétences à partir de ce modèle-là. Donc ça, ce sont des travaux que j'ai réalisés. Donc c'est effectivement possible et ça donne effectivement des résultats intéressants. Alors bien sûr, toute la problématique, c'est de choisir le niveau de grain de description. Si on est trop haut, si on a un grain trop général, on a peu d'éléments pertinents. Et si on est trop bas, on a un détail qui est absolument ingérable. Donc il faut arriver à jouer, et surtout à jouer sur des référentiels de compétences en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, parce que dans certains cas, on a besoin de descendre sur du détail, et dans d'autres cas, on a besoin de remonter sur du très général. Et dans tous les cas,
on peut toujours trouver des activités définies à un niveau correct et qu'on peut décliner de cette manière-là. Et puis, à partir de là, on peut essayer de s'interroger sur les différentes formes d'adaptation. Hein, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ben, voyons, est-ce que par rapport aux activités telles qu'elles sont conduites actuellement, on pourrait imaginer d'autres règles d'action. Et donc, on peut s'interroger sur les règles d'action. De la même façon, on peut s'interroger sur les boucles longues, hein, qui renvoient aux invariants opératoires. De la même façon, on peut s'interroger sur les régulations de type changement de schème, ou encore sur les inférences, ou encore sur les processus d'instrumentalisation et d'instrumentation, c'est-à-dire sur les rapports aux artefacts. Et en se posant des questions de ce type-là sur chacune des compétences individuelles et collectives qui sont mobilisées dans l'entreprise, on peut imaginer plein de possibilités pour organiser le changement. Du coup, C'est un manifeste. Manifesto, on appelle ça. voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai pas été...